Donc, la première présentation va être assurée par Élodie Pechnard. Donc, Élodie est chef de projet environnement et ACV à l'ITAVI, qu'elle a rejoint après 14 ans d'expérience en cabinet conseil en ACV et en éco-conception. Et à l'ITAVI, elle est en charge donc des bilans environnementaux des élevages avicoles, piscicoles et cunicoles et du développement du module avicole de Cap-de-Zère qui était conçu à l'origine pour les ruminants, je pense. Donc, Élodie, on t'écoute. Il faut que... Bon, du coup, bonjour. On m'a demandé de parler donc de l'évaluation environnementale de la filière qui nous concerne. Enfin, là où les filières, ça dépend comment on veut le voir, parce qu'effectivement, on parle de la filière avicole, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espèces dans la filière avicole, avec des spécificités un peu pour chacune. Et donc, on m'a demandé de parler de l'évaluation environnementale, mais peut-être aussi un petit peu axé sur affichage environnemental. Alors, je vais quand même vous reparler un tout petit peu d'Agribalise et des données avicoles, même si Ayo a déjà très bien présenté cette base de données et le contexte de sa création. Donc, la base de données Agribalise, effectivement, comme l'a soulevé Ayo, son but, c'est de permettre l'éco-conception des produits agricoles et alimentaires, puisque donc maintenant, en fait, il y a la base de données SICAL qui est une base de produits, une base nutritionnelle. Et en fait, Agribalise, la version 3, a essayé de se caler sur cette base SICAL finalement, pour que chaque entrée d'un produit qui a des performances nutritionnelles ait également des performances environnementales. Donc, tout ça dans un but de pouvoir informer le consommateur qui fasse le choix le plus éclairé possible. Et après, comme le montre ce schéma, en fait, il y a les données, elles peuvent être disponibles sous différentes formes, soit via un logiciel d'ACV payant ou gratuit, et dans ces cas-là, on voit complètement comment sont construites les données, ou bien il existe des versions soit de produits agricoles, soit de produits alimentaires, qui sont soit en multicritères, soit en note unique, comme l'a montré tout à l'heure Ayo. Alors, cette base de données, d'un point de vue des instituts techniques animaux et d'un point de vue des instituts techniques agricoles de manière plus générale, elle a un gros intérêt, c'est qu'elle fournit un guide méthodologique. Donc, il existe, quand on veut faire de l'analyse de cycle de vie, ISO 14040 et 44, ces normes sont très globales et laissent le choix sur un certain nombre de points. Et bien sûr, comme Agribalise, ils font des données et qu'il y a l'idée de peut-être pouvoir comparer les produits malgré tout, il faut s'entendre sur un certain nombre de points méthodologiques qui ont déjà partiellement été soulevés par Ayo. Et donc, ça fournit un cadre qui est commun, qui, comme je le note ici, certains points restent discutables et restent d'ailleurs toujours discutés, mais au moins c'est un cadre commun dans l'idée de faire des données qui soient homogènes. Donc les points qui sont en particulier souvent discutés, et en tout cas qui sont figés dans Agribalise, c'est le choix de la méthode d'allocation dans le cas de coproduits. Donc c'est une allocation économique. La possibilité alors après, cette base de données, elle donne la possibilité de comparer des produits de nature différente, et ça peut poser des questions parce que tous les produits n'offrent pas les mêmes choses d'un point de vue nutritif ou d'un point de vue gustatif. Donc ça, c'est discuté également. On n'a normalement aussi pas la possibilité de comparer des produits qui sont issus de modes de production différents. Donc, ça va être par exemple des modes de production standard et des modes de production bio. Donc, théoriquement, techniquement, on peut le faire, mais l'ADEME ne recommande pas de faire ça. Et puis après, qu'est-ce qui est figé également? Ça va être le choix des indicateurs. Donc, il y a 16 indicateurs qui ont été montrés tout à l'heure, qui peuvent être sommés en une note unique à l'aide de facteurs de pondération qu'on a vus et qui tiennent compte de la fiabilité de chaque indicateur notamment. Et voilà, et donc il y a également des difficultés à appréhender certains phénomènes environnementaux, en particulier la biodiversité et puis les stockages carbone. Et
là encore, c'est un point qui était déjà soulevé, mais les modèles d'émissions, aujourd'hui, il existe différents modèles d'émissions pour calculer les émissions directes des processus agricoles. Tier 1, tier 2, tier 3, pour ceux qui sont familiers de ces appellations un peu barbares, c'est des modèles d'émissions qui sont plus ou moins sophistiqués, qui demandent plus ou moins d'informations et qui sont plus ou moins précis. Et donc, pour chaque modèle d'émission, en fait, il existe plusieurs manières de faire, mais Agribally en a choisi un. Voilà. Donc, les données qui sont dans Agribalise et qui concernent l'ITAVI. Donc, l'ITAVI, c'est vrai qu'on nous présente comme l'Institut technique de l'aviculture, mais on a également dans notre giron tout ce qui est pisciculture et cuniculture. Et on a même la spiruline. Donc, au final, les données qui nous concernent, qui sont dans Agribalise, il y a 61 données volailles de chair. Alors, pourquoi 61? Parce qu'il y a différentes espèces. Il y a la dinde, il y a le canard, il y a le poulet, bien sûr. Et puis, à chaque fois, il y a différents modes de production entre du label rouge, du bio, du standard. Il y a également 12 données œufs. Il y a également des données de poissons d'élevage, des données lapins. Voilà, je passe sur les autres qui, de toute façon, ne sont pas toujours accessibles selon les versions que l'on choisit. Et ensuite, issus de ces données agricoles, il y a plus de 50 produits alimentaires qui vont être des produits transformés ou des viandes qui sont donc issus de ces produits agricoles et qui nous concernent. Donc, je n'ai pas forcément fait une étude très, très poussée de tout ce qui est dans la base de données Agribalise et qui nous concerne, mais ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est que pour les viandes, pour le canard gras, le canard à rôtir, la dinde et le lapin, en fait, derrière ces données-là, donc qui peuvent être affichées hein, si vous choisissez d'aller voir les valeurs environnementales de ces produits-là, eh bien, pour ce qui nous concerne, derrière, c'est de la viande de poulet standard. Parce qu'il manque aujourd'hui le maillon abattage pour ces espèces-là. Donc, le canard vivant existe, la dinde vivante existe et le lapin vivant existe, mais comme les maillons abattage n'existent pas, ils ont préféré la complétude de la chaîne de production que la précision du mode, de l'espèce concernée. Voilà. Pour toutes les volailles aussi, j'ai constaté qu'il n'y a pas de prise en compte de la valorisation des reproducteurs de réforme, donc qui quelque part porterait une part de cet impact. Pour ce qui est de la viande de poulet moyenne qui est consommée en France, en fait, c'est un mix de 5 origines, mais quand on regarde, en fait, c'est du poulet français qui a été mis pour les 5 origines, donc ça pourrait être aussi amélioré. Concernant les modes de production, eh bien, le poulet, il est issu de différents modes de production. On a bien sûr du poulet standard, mais on a aussi du poulet label rouge, du poulet bio ou d'autres certifications. Mais aujourd'hui, finalement, dans la viande de poulet Agribalise et donc dans tous les produits transformés à base de poulet, in fine, ce n'est que du poulet standard qui est utilisé. Un autre exemple, par exemple, le poulet moyen pack, donc c'est prêt à cuire, c'est le poulet entier que vous achetez hein, dans les supermarchés. Donc, le poulet pack qui est consommé en France, c'est essentiellement du poulet label rouge ou bio. Et aujourd'hui, tel que c'est construit dans la modélisation, eh bien, ce sont des poulets standards qui sont considérés même pour ces poulets entiers. Voilà. Il n'y a pas de données foie gras. Et bon, après, il y a des œufs de dinde, des doigts qui sont disponibles, mais qui sont assimilés à des œufs de poule. Bon, ça, c'est un peu anecdotique. Voilà. Et que certains gibiers sont également assimilés à des poulets. Quand on regarde sur les ICV des poissons donc, issus de pisciculture, les deux inventaires de cycle de vie qui sont disponibles en fait, sont représentatifs de processus qui étaient plutôt expérimentaux et qui ne sont donc pas vraiment représentatifs d'un processus qui aurait atteint sa cadence de croisière et qui serait en place actuellement. Et donc, il n'y a que 2 ICV de produits de poissons issus de pisciculture. Voilà. La spiruline, elle apparaît dans certains tableaux, mais in fine, je ne l'ai pas retrouvée partout. Voilà. Et enfin, un dernier commentaire sur les produits transformés.
Et ben voilà, il faudrait qu'on ait le temps de pouvoir peut-être relire ces formules-là pour pouvoir apporter des compléments d'information et des remarques. Et ça, c'est juste quelques remarques, c'est pas forcément exhaustif. À l'échelle de la filière, que fait l'Itavi finalement vis-à-vis de la base de données Agribalise ou plus généralement de l'affichage environnemental? Donc, concernant l'affichage environnemental, on a fait partie du GT Indicateur via l'intermédiaire de l'ACTA. Et donc, le but de ce GT Indicateur qui a fini récemment, c'est de contribuer au cadrage de l'expérimentation qui est en train de finir et de produire des recommandations, notamment sur le choix des indicateurs, sur les méthodes, sur le choix des données. Est-ce qu'il faut plutôt prendre des données spécifiques ou des données plutôt génériques ou encore des semi-spécifiques? Voilà. Pour ce qui est de l'affichage environnemental, on a également fait partie d'un groupe de travail temporaire qui était mené un petit peu en parallèle, qui s'appelait GUFA, et donc GUFA pour unité fonctionnelle alimentaire, puisque comme l'a soulevé Ayo tout à l'heure, l'unité fonctionnelle à laquelle on se ramène est très importante, et pour les produits alimentaires, on peut se ramener à des calories, on peut se ramener à des protéines, on peut se ramener à des kilos. Voilà. Et ça pose aussi la question de la comparabilité des produits entre eux. In fine, ce groupe de travail a fourni des recommandations qui ont été fournies au ministère et à l'ADEME, qui en font bon usage, j'espère. Et enfin, voilà, pour ce qui est de la base de données Agribalise, donc il y a un GIS qui a été créé qui a pour but de faire évoluer et mettre à jour les données qui sont dans Agribalise et plus généralement aussi de suivre tous les travaux qui sont liés à l'affichage environnemental, puisque donc l'affichage environnemental peut être basé sur Agribalise, mais ça n'est pas la seule chose. Donc voilà, ce GIS va aussi travailler sur des aspects méthodologiques, sur peut-être une meilleure prise en compte de la biodiversité, notamment pour les modes d'élevage plus extensifs. Voilà, et ce nouveau GIS s'appelle Revalim. Voilà. Donc, la filière avicole va se doter de l'outil Cap2R volaille. Donc, l'outil Cap2R volaille n'existe pas encore. Il existe l'outil Cap2R ruminant qui a été créé par Lidl en 2015. Et donc, là, ce sont des projets qui viennent de passer chez nous et qui vont démarrer en septembre. L'idée est de faire un module avicole dans Cap2ER. Voilà. Ce besoin, il est venu aussi du fait qu'il y a un certain nombre d'exploitations qui sont en polyélevage et qui ont à la fois des ateliers de ruminants et des ateliers avicoles, et ils avaient pourtant besoin de faire l'évaluation de l'intégralité de l'exploitation, et donc c'était intéressant de pouvoir à la fois faire les ateliers avicoles et les ateliers ruminants pour avoir une vision complète de l'exploitation. Donc, ce projet va démarrer en septembre 2021 pour 3 ans. Lidl est bien sûr partenaire, mais il y a également toutes nos interpros et des organismes de production et les chambres d'agriculture. Donc, on va bien être ancré dans le terrain pour faire un outil qui soit adapté à nos exploitations et à nos ateliers. Et donc, l'objectif de cet outil, c'est d'avoir bien une vision globale, et ça va aussi aider à l'affichage environnemental, puisque bien souvent, quand on communique les performances environnementales de nos produits, on parle surtout des impacts entre guillemets négatifs, et il peut aussi y avoir entre guillemets des contributions plus positives. Donc, l'avantage de cet outil, c'est que, outre des indicateurs d'impact environnementaux entre guillemets négatifs, on a également des contributions un petit peu plus positives en termes de performance nourricière, en termes également peut-être d'aide à la préservation de la biodiversité ou de stockage carbone. Voilà, et donc cet outil va permettre de démontrer qu'on fait, comme tous les autres, finalement, des efforts pour atteindre les objectifs fixés par le Green Deal. Et donc, dans cet outil, on va intégrer également la méthode sectorielle avicole bas carbone
pour pouvoir appliquer finalement de manière systématisée cette méthode sectorielle à l'ensemble des exploitations et pouvoir financer des améliorations sur nos exploitations. Donc, on reprend la même. Je ne sais pas si Jean-Baptiste Dolé va reparler de Cap 2ER, mais c'est probable. Je ne sais pas s'il dira la même chose, mais voilà. Donc, en tout cas, pour le Cap 2ER volaille, on reprend la structure du Cap 2ER ruminant existant. Et donc, il y a 2 niveaux d'exploitation. Il y a un niveau 1 qui est qui a plutôt pour but de faire de la sensibilisation et d'identifier les hotspots, ce qu'on appelle les hotspots, donc les points chauds de l'exploitation, où sont les grosses masses d'impact, on va dire. Et puis un niveau 2, où là, on va faire une évaluation plus précise d'une exploitation particulière, et ça va permettre d'identifier des pistes d'amélioration et donc, ces bilans qui sont menés en collaboration entre les éleveurs et les techniciens avicoles ou les techniciens environnement, eh bien, ils vont pouvoir discuter ensemble sur la base de ces évaluations pour définir un plan d'action à l'échelle de l'exploitation qui soit vraiment adapté au contexte. Et donc, dans les 2 cas, qu'on soit sur niveau 1 ou niveau 2, on est sur du multicritère et sur une approche sous-jacente qui est une approche analyse de cycle de vie, donc la méthodologie que présentait Ayo juste avant. On va reprendre les indicateurs qui sont dans le Cap 2ER ruminant pour avoir en tout cas un noyau commun d'indicateurs quand on est à l'échelle de l'exploitation. Donc, on a bien sûr la contribution au changement climatique, l'acidification de l'air, l'eutrophisation de l'eau, les consommations d'énergie non renouvelables. Et puis, on a des indicateurs entre guillemets plus positifs, comme je vous le disais, avec la séquestration carbone, l'aide à la préservation de la biodiversité et les performances nourricières. Et après, on a 2 autres indicateurs qui sont intéressants dans le cadre de mise en place d'amélioration, c'est de voir que ça ne détériore pas les performances économiques de l'exploitation ni les conditions de travail. Et donc, bien sûr, tous ces indicateurs, on va les adapter puisque, par exemple, nous, on n'a pas de problème d'émission de CH4 comme peuvent avoir les ruminants. Et on souhaite aussi ajouter d'autres indicateurs, par exemple, vu on a des élevages qui sont en intérieur, on a des problématiques d'émissions de poussière qui nous sont spécifiques et il nous semble pertinent d'ajouter cet indicateur. Un autre indicateur qui est envisagé aussi d'ajouter, c'est l'indicateur de consommation d'eau, puisque l'eau va devenir vraiment une ressource rare. Qu'est-ce qui est couvert dans l'exploitation en termes de postes pris en compte? Alors, on a l'ensemble des postes qui sont ici, qui sont pris en compte. Alors ici, c'est sur l'indicateur carbone, mais finalement, sur les autres indicateurs, c'est la même chose. Donc, on va en prendre en compte, bien sûr, tout ce qui est alimentation des animaux, tout ce qui est énergie qui est nécessaire sur l'exploitation. Donc, dans cette alimentation, et bien derrière, il y a aussi, bien sûr, les engrais qui ont été au champ et éventuellement le transport avant de cette alimentation. Il y a tout ce qui est impact lié à la gestion des déjections et puis, pour ce qui nous concerne, la gestion des parcours également. Et pour la partie stockage carbone, eh bien, on va aussi regarder dans quelle mesure, finalement, l'aménagement de nos parcours peut contribuer au stockage carbone. Et donc, outre cet outil de module avicole Cap 2ER, donc, on va aussi développer la méthode sectorielle. Donc, c'est un projet qui va démarrer à peu près en même temps aussi en septembre prochain. Donc, la méthode sectorielle bas carbone, hein, c'est une méthode qui va être validée par le ministère et qui permet, in fine, à chaque exploitant de montrer que par les actions qu'il a mis en place sur son exploitation, il va permettre d'éviter un certain nombre d'émissions CO2. Et ces émissions CO2 évitées, quelque part, il peut les vendre sur un marché des crédits carbone et ça lui permet de financer des améliorations environnementales sur l'exploitation. Voilà, et donc cette méthode-là,
elle sera finalement directement faite dans l'outil pour pouvoir être appliquée de la même manière sur toutes les exploitations. Je ne sais pas, j'ai pas du tout regardé le temps et je ne sais pas si je suis dans les temps, mais Je crois que c'est bon, là, le temps est passé. c'est vrai, bon. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Élodie, pour cette présentation donc, qui a permis quand même de bien voir à la fois donc, les données qui existent, comment elles ont été obtenues et comment elles peuvent être utilisées pour l'affichage environnemental, et donc, avec un certain nombre de questions qui restent posées, et aussi donc, les perspectives de réduction en termes d'évolution un peu des systèmes de production.